C'est une page sombre de notre histoire. À la fin du 19e siècle, 8 Inuits de la région du Labrador ont été amenés en Europe. Ils croyaient à l'époque découvrir un nouveau monde, ils croyaient même faire fortune. Il n'en a rien été, ils ont été exhibés dans des zoos humains à Berlin et à Paris. Il y a 5 ans, France Rivet est tombée sur cette histoire et s'est mise en tête de retrouver les ossements de ces hommes et de ces femmes afin de les rapatrier sur leurs terres ancestrales, sur leur terre natale. Bonsoir France Rivet, merci d'être avec nous en direct d'Ottawa, au Canada. Vous êtes l'auteur d'un livre enquête qui s'appelle « Sur les traces d'Abraham ». Ulrikab, qui est l'un de ces Inuits. Votre livre paraît aux éditions Horizon Polaire. Alors, avant d'aborder le destin terrible de ces hommes et de ces femmes, racontez-nous comment vous avez été amené à vous intéresser à cette page sombre de l'histoire. C'est simplement sur un voyage au Labrador. J'étais sur une croisière en 2009 et sur le bateau, j'ai rencontré un autre passager qui m'a parlé de cette histoire-là de 8 Inuits, de 2 familles qui avaient été amenées en Europe. Et le bateau s'en allait justement dans les communautés d'où ces Inuits-là venaient. Et Hans m'a dit, France, il faut que tu ailles à la bibliothèque du bateau. Un des Inuits a écrit un journal et il a été traduit en anglais. Le livre se trouve sur le bateau. Prends connaissance de ce livre-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et l'histoire m'a fascinée et troublée. Moi, j'avais jamais entendu parler de gens normaux qui étaient exhibés dans des zoos en Europe ou ailleurs, là. Donc, ça m'a intriguée. Mais le livre, l'histoire, se terminait quand les Inuits meurent à Paris. Il y en a 3 qui sont décédés en Allemagne, les 5 autres à Paris, mais il n'y avait absolument rien de ce qui s'était déroulé à Paris. Et sur le bateau avec nous, il y avait une dame Inuit qui, elle aussi, venait juste d'apprendre cette histoire-là. Et elle était vraiment bouleversée. Elle se disait que c'était sa famille. Elle porte le même nom que la première des 8 Inuits à être décédée en Europe. Donc, j'ai promis à cette dame-là que puisque ma langue maternelle était le français, qu'à temps perdu, j'essaierais de retrouver des éléments de ce qui s'était déroulé à Paris. C'est comme ça que je me suis intéressée à l'histoire. Alors, comment ces Inuits vont-ils traverser... En cours de route, je me suis... Allez-y. Les Inuits ont été recrutés par un Norvégien. C'est un propriétaire de zoo à Hambourg, Carl Hagenbeck, qui, au milieu des années 1870, il faisait venir des rennes de Laponie. Et il a eu l'idée de faire venir les éleveurs en même temps que les rennes. Et il a remarqué que les gens attiraient plus la foule que les animaux. Donc, il s'est mis à aller recruter des gens un peu partout sur la planète. Et en 1877, il a engagé un jeune Norvégien, Johan Adrien Jacobsen, pour aller recruter des Esquimaux. Donc, Jacobsen a recruté un groupe de 6 personnes au Groenland. Tout a bien été, ils sont retournés chez eux. Et 3 ans plus tard, Hagenbeck voulait répéter le même scénario. Donc, Jacobsen est reparti, mais cette fois-ci, au Groenland, les autorités ont refusé qu'il amène quiconque avec lui. Donc, il a traversé l'Atlantique et à différentes circonstances ont fait qu'il s'est retrouvé à Hébron, au Labrador, où il a recruté les 2 familles en question. Alors, on connaît le détail de ce terrible voyage grâce au journal d'Abraham, Ulrikab, dont vous restituez les lettres dans votre livre. Il est d'ailleurs à la une de votre livre en couverture. Qui était au juste cet homme ? C'était un jeune, il avait 35 ans. Il était de foi morave. Il avait été christianisé par les missionnaires moraves. C'est une branche de la religion protestante. Il avait 2 jeunes filles de 1 an et 3 ans, son épouse de 24 ans. Il était musicien, il jouait dans l'orchestre de la ville. Mais ce qu'il nous dit dans son journal, c'était le poids de ses dettes et des dettes de son père qui était décédé peu avant, qui lui pesait beaucoup sur les épaules. Et quand Jacobsen est arrivé,
pour lui, ça a été difficile de prendre la décision de partir, mais c'était une option qu'il avait pour gagner des sous pour rembourser ses dettes à la Mission Morave pour l'achat de filets de pêche et des choses de première nécessité. Donc, il avait de la difficulté à faire vivre sa famille de la chasse et la pêche. Pour lui, c'était sa porte de sortie de partir pour l'Europe avec les siens. Un an a passé, je vais lire un extrait de ce que nous dit cet homme, Abraham Ulrikab. Il dit ceci: un an a passé, c'est bien trop long parce que nous voudrions rentrer dans notre pays. Nous sommes incapables de rester toujours ici. Oui, vraiment, c'est impossible. France Rivet, racontez-nous ce qui va se passer concrètement, par exemple, lorsqu'ils arrivent dans ces eaux, entre guillemets, humains, en Allemagne. Quel va être leur quotidien ? Ils sont arrivés à Hambourg. Ils ont été exhibés là pendant une semaine. On les a emmenés ensuite à Berlin, à Prague, à Francfort, à Paris, à Krefeld. Et ils n'étaient pas dans des cages, mais on les installait sur les bords d'étangs. La majorité des endroits étaient justement dans les zoos de la ville. On leur avait construit 2 huttes sur le bord des étangs. Les Inuits étaient arrivés avec leur kayak, leur traîneau, leur équipement de pêche, de chasse, les chiens. Donc, ils devaient faire des démonstrations de chasse aux phoques. Parfois, il y avait un vrai phoque qu'on faisait venir, qu'on mettait dans l'étang et ils le chassaient. Et parfois, c'était le jeune homme de 20 ans, Tobias, qui revêtait une peau de phoque et qui jouait le rôle de l'animal qui se faisait chasser. Donc, il faisait des démonstrations avec les traîneaux à chiens sur les plages. Ils faisaient les occupations de leur quotidien et les gens qui étaient tenus à l'écart par des barrières, là, les regardaient évoluer pendant la journée. Alors à l'époque, ce triste spectacle connaît un franc succès. De très rares voix célèbres, en particulier dans la presse en Allemagne, vont ensuite arriver ces Inuits à Paris, au jardin d'acclimatation très précisément. Et puis en décembre 1880, tous vont périr, tous vont mourir. Que s'est-il passé ? Oui, mais donc, ils sont arrivés à la fin septembre. Ils ont été exhibés jusqu'à la mi-décembre. Tout allait bien. Et soudainement, à Darmstadt, en banlieue de Krefeld, la jeune de 15 ans est subitement décédée. Les médecins sont venus. Ils croyaient que c'était un ulcère d'estomac. Ils n'ont pu diagnostiquer la variole. Le groupe a continué à Krefeld, aux abords de la frontière belge. Et là, il y en a 2 autres qui sont décédés aussi. Mais c'est quand la troisième, la jeune fille de 3 ans, quand elle a été la première à démontrer les symptômes de la variole avec les pustules, c'est là que ça a cliqué. Mais il était trop tard. Elle a été admise à l'hôpital, mais le groupe devait continuer sa route pour Paris. Donc, elle a été abandonnée à l'hôpital à Krefeld, où elle est décédée le 31 décembre, au moment même où ses parents arrivaient à Paris. À Paris, les Inuits ont été installés au jardin d'acclimatation. Ils ont été exhibés pendant une semaine, puis les symptômes sont réapparus chez chacun d'eux. On les a vaccinés une fois à Paris, mais il était trop tard. On les a admis à l'hôpital Saint-Louis le 9 janvier et du 10 au 16 janvier, tous sont décédés. Alors, les restes humains de ces Inuits, les ossements de ces hommes et de ces femmes avaient disparu. Vous les avez localisés. Vous avez pour cela mené une enquête doublée d'une véritable bataille. Ça a été très compliqué. Aujourd'hui, il est question du rapatriement précisément de ces restes humains sur la terre de ces Inuits. Qu'est-ce qui bloque au juste? Où en est-on concrètement, France Rivet? Il n'y a pas rien de bloqué. Selon moi, tout va bien. Tout est en place, les autorités sont bien informées, mais on attend la décision des Inuits du Labrador. Le gouvernement du Nunavut, c'est la région autogérée des Inuits du Labrador, dans le nord, et c'est à eux que revient la décision de quoi faire avec les ossements. Ils sont en train de chercher des descendants à ces gens-là. On essaie aussi de consulter avec la communauté. Les consultations ont eu lieu à la mi-juin.
Ils vont prendre le temps d'évaluer ils veulent mettre sur pied un protocole pour établir les règles pour tous les rapatriements futurs, parce qu'ils savent qu'il y a des ossements ailleurs sur la planète. Donc, ils veulent s'assurer de faire les choses correctement selon leur culture, selon les enseignements des anciens. Donc, c'est à cette étape-là qu'ils en sont rendus, les consultations et définir leur protocole. On a l'appui du président français et du premier ministre canadien qui, en 2013, ont signé le programme de coopération renforcée entre les deux pays où ils s'engagent à faciliter le rapatriement des restes au Canada. Donc, tout est en place, tout va bien, c'est juste qu'il faut que ça prenne le temps que ça prenne. Une très rapide réponse de votre part, s'il vous plaît, Anne-France Rivet. Dernière question. TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale et nos partenaires de Radio-Canada évoquent souvent la question historique des Inuits et ce qu'ils ont vécu. Comment cette communauté s'approprie-t-elle aujourd'hui cette page sombre de l'histoire? Bien, ils sont justement en train d'évaluer, ils vont regarder avec les jeunes, ils veulent inclure ça dans le programme scolaire pour qu'ils évaluent selon leur façon à eux, selon leur... on leur laisse le temps de digérer tout ça là, et de prendre les leçons. Merci beaucoup, France Rivet, sur les traces d'Abraham. Ulrika, merci à vous d'avoir accepté de témoigner sur TV5 Monde, un témoignage rare donc, dans 64 minutes que l'on peut revoir sur notre site internet. Merci beaucoup, France Rivet.